Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. À Belgrade, Slobodan Milosevic promet la libération demain des 3 GIs américains. Ils seront remis au pasteur Jesse Jackson qui avait entrepris sans le soutien de Washington de se rendre en Serbie. À la frontière entre l'Albanie et le Kosovo, des observateurs de l'OSCE pris sous le feu de l'artillerie serbe, des tirs de mortier, reportage d'une de nos équipes qui était sur place. Après l'attentat hier à Londres qui a fait 3 morts, 65 blessés, la Grande-Bretagne sous le choc, manifestation antiraciste cet après-midi pour réclamer l'interdiction des groupes d'extrême droite. 1er mai unitaire ou presque, en dehors de Force ouvrière, l'unité retrouvée pour la CGT et la CFDT qui ont manifesté côte à côte 16 ans après leur dernière retrouvaille. L'information nous est parvenue en fin d'après-midi par un communiqué de l'agence officielle serbe. Slobodan Milosevic a décidé de libérer les 3 prisonniers américains. Ils seront remis au pasteur américain Jesse Jackson, qui était à Belgrade depuis hier. Une libération qui est pour l'instant à prendre au conditionnel. Une libération inattendue, un geste symbolique, sinon médiatique. Une façon, selon le président serbe, de remercier le pasteur noir de ses efforts en faveur de la paix, Jesse Jackson, qui avait pris l'initiative de se rendre en Yougoslavie contre l'avis du gouvernement américain. Nathalie Moisan. Ces 3 hommes seront peut-être libres demain. Jesse Jackson, qui les invite à prier sous l'œil des caméras, est venu à Belgrade pour obtenir leur libération. Image étonnante de ces soldats américains qu'on n'avait plus vus depuis un mois et qui paraissent en bonne forme. Ces prisonniers engagés à sourire pour les caméras toujours et à dire quelques mots à leur famille. Juste merci à tout le monde pour vos pensées, vos prières. Nous en avons besoin, elles nous aident. J'espère bientôt revoir les États-Unis, dit encore le soldat Christopher Stone. Monsieur Jackson, bienvenue à Belgrade. Dans l'après-midi, celui qui quittera peut-être la ville en compagnie des 3 soldats demain avait rencontré pendant 3 heures Slobodan Milosevic. Le pasteur américain n'a alors rien à offrir au président yougoslave en échange de leur libération. Sa visite est une initiative personnelle. Washington s'est montré très clair avant son départ. L'OTAN n'arrêtera pas ses bombardements en échange de la liberté pour les soldats américains. D'où peut-être cette première réaction très prudente du Pentagone. Peu après l'annonce yougoslave, son porte-parole déclare qu'en l'absence de toute confirmation officielle, les autorités américaines préfèrent attendre. Interrogé à Belgrade, Jesse Jackson confirme la libération des prisonniers convoités ici peu après leur capture. Selon le pasteur américain, les autorités yougoslaves seraient en train d'organiser les modalités de leur retour aux États-Unis. À Belgrade, l'analyse de Renaud Girard, le correspondant du Figaro. Diplomatiquement, le président yougoslave était aux abois. La médiation russe ne semble pas accrochée avec l'OTAN et risque de durer encore très longtemps. Alors Milosevic s'est déplacé sur le terrain médiatico-politique pour tenter d'amadouer les opinions publiques occidentales. Les Américains lui imposent un embargo commercial unilatéral, l'OTAN multiplie les bavures, la nuit dernière tuant 35 personnes dans un bus, et lui, il répond par un geste unilatéral de bonne volonté. Le but ultime est évidemment de pouvoir relancer une solution diplomatique qui interromprait les bombardements et donc la destruction systématique des infrastructures de la Serbie. Et en direct de Washington, Philippe Gassot, pour l'instant la prudence est donc de mise aux États-Unis. On affiche plutôt même un certain scepticisme. Écoutez, à Washington, on demande à voir. Il est vrai que la libération des prisonniers annoncés a été un véritable coup de tonnerre, un phénomène de surprise. C'est pourquoi la Maison-Blanche et le Pentagone restent quoi? Ils sont certainement en train de peser le pour et le contre d'une éventuelle de cette décision. Ici, Slobodan Milosevic a toujours été présenté à la télévision ou dans la presse comme un dictateur sanguinaire prêt à tout, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est prêt aussi à un geste humanitaire. Quant à la mission de Jesse Jackson, elle n'était souhaitée par personne, surtout pas par la Maison-Blanche. Il est allé à Belgrade de son propre chef, il a rencontré Slobodan Milosevic, il a pris tous les risques, il a discuté pendant 3 heures avec lui, il lui a dit, écoutez, c'est vous le patron, vous pouvez le faire. Slobodan Milosevic disait, non, ça ne m'appartient pas, et Jesse Jackson a insisté, il a dit, you can do it. Il a remporté l'affaire, il a remporté la libération de ces prisonniers qui rentreront demain, si tout va bien, aux États-Unis, et ceci va peut-être coïncider à un tournant dans le conflit. Merci Philippe Gassot. À la frontière entre l'Albanie et le Kosovo, depuis 15 jours maintenant, les forces serbes multiplient les provocations. Aujourd'hui, des membres de l'OSCE ont été pris sous le feu de l'artillerie, des tirs de mortier, dans ce village de Letaï, où se trouvait précisément une équipe de France 2. Claude Sampère, Bernie Mériot, Michel Christoter, Michel Violet.
Le petit village de Letaï, à quelques kilomètres du Kosovo. Sur une colline toute proche, les observateurs de l'OSCE notent les faits et gestes des forces serbes de l'autre côté de la frontière. Ils observent des villages kosovars où depuis mardi dernier, plusieurs massacres ont été commis. La petite commune de Letaï compte en temps normal 1300 habitants. Mais depuis 2 semaines, à cause des tirs serbes dans les environs, la plupart des habitants ont choisi de partir. Monsieur Hamdi Kuni préfère garder son magasin. Pourquoi les habitants ici restent? Les gosses et les femmes ont été évacués. Ici, il n'y a plus que les hommes, une centaine environ. Les autres, ils se sont enfuis dans différents villages. Vous êtes armés ici? Non, non. Un obus vient de tomber à 20 mètres de la maison. 30 secondes plus tard, un deuxième. C'est la première fois que le village est visé directement. Ici, il n'y a aucun objectif militaire, aucune troupe de l'armée de libération du Kosovo, aucun soldat albanais. Alors que M. Hamdi nous prépare un café pour nous rassurer, soudain, une troisième détonation, encore plus près. Il faut démarrer la voiture et partir. Pour moi, ça va. Imperturbable, M. Hamdi nous sert le café et ramasse les débris d'une tasse. Ça va durer pendant près d'1 heure. Est-ce qu'il y a des soldats albanais par ici ou pas? Est-ce qu'il y a des forces de défense? Pas beaucoup. Pourquoi vous restez? Je garde cet endroit, c'est mon magasin. Je n'ai pas d'autre lieu pour mettre mes provisions. Mais pourtant, vous n'avez pas peur de rester ici? On a un peu peur, mais on ne peut rien faire. Entre chaque obus, M. Hamdi sert à tout le monde une tasse de café. Il ne comprend pas quel est l'objectif visé par les Serbes. À son tour inquiet, il préfère s'accroupir dans l'encadrement de la porte. Vous pouvez rester ici, les gars, pour dormir. Je vous donnerai à manger. Depuis 2 semaines, les Serbes multiplient les provocations dans les villages albanais, près de la frontière. Tirs de sniper, tirs de mortier. Ici, il n'y a qu'un observateur de l'OSCE sur la colline et notre équipe de télévision. Qui vise-t-il? Pourquoi? Quelques instants plus tard, un nouvel obus, encore plus près. Les vitres de la voiture de l'observateur de l'OSCE viennent de voler en éclats. Descendu de sa colline, il fait un premier rapport à sa base. Tout le monde est sain et sauf. Nous ne saurons jamais qui était visé. Avant de partir, M. Hamdi, à l'abri de quelques sacs de riz, nous dira simplement « Excusez-moi pour mon café, un peu rustique ». Le conflit en Yougoslavie avec la poursuite des frappes sur la Serbie et peut-être une nouvelle bavure de l'OTAN avec le bombardement d'un pont en milieu de journée au nord de Pristina sur lequel passait un autobus civil. François Cornet. Sous l'impact d'une bombe ou d'un missile, l'autobus a été coupé en 2. La partie arrière est restée sur le pont, l'avant est tombé dans le ravin. Un journaliste de l'agence France-Presse arrivé très vite sur les lieux a dénombré 23 corps en contrebas du pont, carbonisés ou déchiquetés. Situé à 18 km au nord de Pristina, ce pont était franchi plusieurs fois par jour par des autobus civils. Le 446 assurait la liaison entre Niš, au sud-est de la Serbie, et Pristina, au Kosovo. Ce pont de Luđane ne figurait pas sur la liste des cibles de l'OTAN, a déclaré aujourd'hui à Bruxelles un porte-parole de l'Alliance. 53 minutes après le bombardement de ce premier pont, un deuxième missile s'est abattu sur un autre pont situé sur la même route, Pristina-Pudujevo. Un ambulancier a été blessé, mais on ne compterait pas de victimes dans ce deuxième bombardement. Au Monténégro, la destruction de ce pont que là l'OTAN avait bien pris pour cible a provoqué d'importants dégâts dans le village de Murino, à 120 km au nord-est de Podgorica, la capitale monténégrine. 4 civils, 3 femmes et un homme auraient trouvé la mort dans ce bombardement. On est loin aujourd'hui des frappes que l'OTAN qualifiait au début de ses opérations de chirurgicales. Les erreurs ou les dégâts dits collatéraux par les porte-paroles de l'Alliance sont chaque jour un peu plus nombreux.
La fin du voyage de Lionel Jospin dans les Balkans. Après l'Albanie, le Premier ministre s'est rendu en Macédoine hier soir. Il a promis le soutien de la France, indiquant par ailleurs que notre pays allait poursuivre sa politique d'accueil. Pascal Doucet-Bon, Philippe Luzzi. Stenkovec ou le camp français, comme disent des réfugiés. En fait, les militaires et les pompiers tricolores sont loin d'être les seuls responsables du camp, mais ils l'ont construit en grande partie et ils font marcher un hôpital de campagne. Ce sont ces efforts que Lionel Jospin venait saluer, tout comme les réfugiés sélectionnés à l'avance pour le rencontrer. Les Français admirent votre courage, votre dignité, et ils connaissent aussi vos souffrances. Et puis nous allons faire le maximum pour trouver la solution qui vous permettra de revenir au Kosovo. Plus de 2000 d'entre eux sont déjà dans l'Hexagone, 18 000 s'entassent toujours à Stenkovec. Mais Ljubeo Đorđevski, le jeune Premier ministre macédonien, attendait plus de la visite de Lionel Jospin. Une assistance économique pour son pays totalement asphyxié par le conflit au Kosovo. Apparemment, il a été entendu avec 45 millions de francs d'aide budgétaire directe et immédiate. Cela ira à des chômeurs, à des familles macédoniennes, à des programmes de santé. C'est-à-dire que nous essayons d'indiquer par là que nous devons aider les réfugiés, certainement, d'abord, mais aussi aider la population macédonienne. À cette aide s'ajouteront les 163 millions de francs d'un fonds de reconstruction que Lionel Jospin a évoqué avec le président de la République macédonienne avant de s'envoler pour le Caire. Les autorités de Skopje ne cachent pas leur satisfaction, d'autant qu'un émissaire canadien est venu lui aussi apporter de l'aide. La Macédoine attend maintenant des autres pays de l'OTAN qu'ils fassent de même. La Grande-Bretagne profondément choquée, selon les propres termes de la reine Elisabeth, par l'attentat hier en plein centre de Londres. L'explosion d'une bombe dans un pub fréquenté par la communauté homosexuelle a fait, selon le dernier bilan, 3 morts et 65 blessés, dont 5 dans un état très grave. Revendiqué comme les fois précédentes par un groupe néo-nazi, ce 3e attentat en moins de 15 jours alimente les risques d'une psychose. Étienne Lennart. Dans le quartier de Soho, derrière ces tentes bleues, toute la journée, des dizaines d'enquêteurs ont essayé de comprendre et surtout de trouver un indice qui puisse les mettre sur une piste sérieuse. Hier soir, c'est une nouvelle bombe à clous qui a explosé, cachée dans un pub à une heure de grande affluence pour faire un maximum de victimes. 3 morts, plusieurs dizaines de blessés, dont certains sont ce soir encore dans un état grave. La cible, la communauté homosexuelle dont Soho est le quartier de prédilection, à Londres. Nous avions prévenu les différentes communautés, et notamment la communauté homosexuelle, qu'elle risquait d'être la cible d'attentats, qu'il fallait faire attention, être très vigilant. Pour tenter de calmer la psychose qui est en train de se développer, illustrée hier soir par ces consommateurs quittant précipitamment les bars de Soho par peur d'une nouvelle explosion, les enquêteurs semblent disposer de bien peu d'éléments. Seul vrai indice, l'image captée par une caméra de surveillance de ce jeune homme d'une vingtaine d'années qui serait impliqué dans le premier attentat commis il y a 15 jours dans le quartier de Brixton. Ce matin et la nuit dernière, dans différentes villes de Grande-Bretagne, 5 arrestations ont été opérées, mais 4 suspects ont dû être relâchés faute de preuves. Scotland Yard a beaucoup de difficultés à identifier les membres de ces groupuscules d'extrême droite. La police connaît l'extrême droite à travers les traditionnelles manifestations, mais dès que l'on passe aux factions, aux groupuscules, il est très compliqué de les localiser. Ils se font appeler Combat 18 ou Loup Blanc. Ils prêchent l'expulsion de Grande-Bretagne de toutes les minorités. Des groupes nouveaux, mouvants, qui ne rassemblent parfois que 5 ou 6 illuminés et que la police ne pensait pas capable jusqu'ici d'organiser de telles séries d'attentats. Les jours et les semaines qui viennent diront sans doute si Scotland Yard s'est oui ou non trompé. Contre le racisme et pour réclamer l'interdiction de ces groupes d'extrême droite, quelques 2000 personnes dans les rues de Londres cet après-midi sous haute sécurité. Le ministre de l'Intérieur appelait aujourd'hui au calme mais aussi à la vigilance et les différentes communautés cibles potentielles de ces attentats meurtriers mettent en place des mesures de sécurité. Thierry Curtet. La première fois, c'était les Antillais. La deuxième bombe visait les Pakistanais. Celle d'hier au soir a explosé dans un pub homosexuel. Le message est donc clair. À l'appel des partis de gauche et d'extrême gauche, les communautés visées ont tenu à manifester côte à côte. 2000 personnes entre le Parlement et Trafalgar Square.
La Grande-Bretagne est un pays multiculturel. Je suis fier de vivre dans un pays où blanc et noir, gay et hétéro, personne de toute nationalité, de toutes les couleurs peuvent se mélanger. Je suis là pour montrer aux nazis qu'on n'a pas peur d'eux et qu'on ne fuira pas. Ils ont remis un message contre le racisme à l'attention de Tony Blair. 400 policiers rendus très voyants encadraient la manifestation. Un déploiement important, un message à ces communautés inquiètes. On remarquait aussi beaucoup de Nord-Irlandais et une partie de la communauté noire venue par solidarité. La mission d'aujourd'hui est de faire comprendre aux fascistes qu'ils ne nous feront pas disparaître avec leurs bombes, qu'ils ne peuvent pas créer une discorde raciale, une guerre raciale. Nous sommes ici pour dire d'une seule voix pour toutes les communautés que nous nous opposons au fascisme, que nous nous opposons au racisme. Stamford Hill, dans le nord de Londres. La communauté juive craint d'être la prochaine cible. Elle a appris à compter d'abord sur elle-même et possède son propre dispositif de surveillance. Il a été nettement renforcé ces derniers jours. Quand tu vois les gens autour de toi, tu as beaucoup d'appréhension. Et puis tu vois, avec la police autour, on sent un peu plus de tension, mais aussi un peu plus de sécurité. Heureusement, je crois en lui là-haut. Et j'espère que tout ira bien. Le quartier de Soho avait presque retrouvé une activité normale aujourd'hui. Sur le lieu de l'attentat, beaucoup tenaient à manifester leur mobilisation. Et en direct de Soho, précisément dans ce quartier où a lieu l'attentat hier, nous retrouvons Étienne Lénart. Quelle réponse le gouvernement compte-t-il apporter à ces revendications d'interdire purement et simplement les groupuscules d'extrême droite en Grande-Bretagne ? Je dirais, Béatrice, que la première réponse, elle est forcément policière. Toute la journée, Scotland Yard a renouvelé les appels à la vigilance, ici dans le quartier de Soho, où nous nous trouvons ce soir, mais un peu partout à travers la Grande-Bretagne, tout en reconnaissant que l'enquête était extrêmement difficile dans la mesure où ces groupuscules sont mal connus et où l'on ne recherche que 4 ou 5 personnes. Quant à la revendication des associations qui ont manifesté cet après-midi et qui demandent, eux, l'interdiction pure et simple de tous ces groupuscules, eh bien, paradoxalement, le gouvernement britannique n'y est pas forcément favorable. Vous savez qu'il existe en Grande-Bretagne une forte tradition de liberté d'expression qui n'englobe évidemment pas les actes terroristes, mais qui a fait dire ce matin même au ministre de l'Intérieur, Jack Straw, eh bien, qu'une loi interdisant tous les groupes comme ceux qui frappent en ce moment, eh bien, représenterait des dangers pour cette sacro-sainte liberté d'expression à laquelle les Britanniques sont très attachés. Il y a fort à parier toutefois que si cette campagne d'attentats devait se poursuivre, eh bien Tony Blair, qui a fait de la lutte contre le racisme l'une de ses priorités, eh bien devrait d'une manière ou d'une autre mettre tous ces groupuscules d'extrême droite hors la loi. Merci Étienne Lénart. L'actualité en France avec les traditionnels défilés du 1er mai. Cette fois-ci, l'unité syndicale, ou presque, en dehors de Force ouvrière qui a fait cavalier seul. Les leaders de la CGT et de la CFDT ont emmené ensemble un cortège de plusieurs milliers de militants, côte à côte Nicole Notat et Bernard Thibault, pour des retrouvailles 16 ans après pour ces deux confédérations. Jean-Paul Chapelle, Fabien Tormos. Derrière les appareils photo, une poignée de main très attendue. Nicole Notat, Bernard Thibault. Pour la première fois depuis 1983, les leaders de la CFDT et de la CGT se retrouvent réunis un 1er mai. Même cortège, même banderole, pour que les 35 heures soient créateurs d'emplois. Ça montre que les choses évoluent plutôt dans le bon sens pour le syndicalisme. Et si dans les semaines prochaines, comme c'est programmé, nous sommes plus de confédérations encore, plus d'organisations pour se mobiliser sur les questions de l'emploi, ça vient tout à fait dans les perspectives que s'offrait la CGT. Le rapprochement est réel, mais prudent. Le protocole syndical a quand même placé une bonne dizaine de responsables régionaux entre les deux têtes d'affiche. Et la CGT et la CFDT aujourd'hui, c'est encore deux organisations. Ne donnons pas l'image de rassemblement qui serait fictif, qui serait factice. Il ne faut pas faire dans l'illusoire et dans l'artificiel. Les salariés ne le comprendraient pas. Résultat, 30 000 manifestants cet après-midi selon les organisateurs, 13 000 selon la police. Musical, pittoresque, familial et coloré, le défilé fut comme à l'accoutumée très mélangé, mais dans tous les esprits cette année, la guerre au Kosovo. Contre bombardement Serbia, nous sommes contre bombardement Serbia. Solidaires et heureux d'être en ce 1er mai, presque tous ensemble. Et dans la manifestation parisienne de la CGT et de la CFDT, là aussi côte à côte, Alain Krivine et Arlette Laguillet, les deux candidats aux européennes qui font liste commune, ont chanté l'Internationale.
Non loin de là et à peu près au même moment, partait le défilé de Force ouvrière, une manifestation nationale avec en tête Marc Blondel, un ton plutôt remonté puisque le secrétaire général l'a menacé d'une grève semblable à celle de 95 si le gouvernement remettait en cause les droits à la retraite. Marie-Pierre Samitier, Madi Diawara. 30 000 personnes selon Force ouvrière, 10 000 selon la police. La manifestation avait pour mot d'ordre la défense des retraites. Très critiqué, le rapport Charpin qui préconise l'allongement des cotisations. 42 ans et demi, dit l'un. 45 ans. 45 ans, ose l'autre. Toulouse, Clermont-Ferrand, Brest, Marseille, ils sont venus de toute la France très mobilisés pour défendre leur retraite. À Renault, en ce moment, on dit que tout va bien, on fait des bénéfices, mais qu'est-ce qu'on voit? On va continuer à travailler jusqu'à 42 ans et demi. Les samedis, la flexibilité, des périodes hautes, des périodes basses. Et quand on travaille sur chaîne, croyez-moi que c'est pénible. Le gars qui est dans un bureau assez tranquille, qui vient travailler chez Renault, là il va comprendre le montage et comment ça marche dans l'usine. C'est quoi la fatigue? 40 ans et demi de cotisation, il faut se dire de bonheur quand même. En faisant cavalier seul, Force ouvrière a fait démonstration de sa capacité à mobiliser ses troupes. Si nous avions les mêmes revendications, la même notion de priorité, le même comportement, alors on ferait quelque chose ensemble. Ça n'est pas le cas. Ce soir, CGT, CFDT ont invité Force ouvrière à un défilé unitaire le 1er mai 2000. Le Soleil parisien avait encouragé Charles Pasqua et Philippe de Villiers à faire leur première sortie commune à la Foire du Trône. Une ambiance Barnum avec Barbe à Papa et Tour de Manège. Unis sur la même liste, les deux politiques n'ont pas ménagé leur peine. Alban Mikosi, François Granier. Ah, quand même, les traditions, ça a du bon. Voilà 3 semaines seulement que leur union est célébrée et déjà Charles Pasqua et Philippe de Villiers sont en voyage de noces. Pour leur première sortie commune ne manquaient ni les musiciens, ni les demoiselles d'honneur, ni le message politique de circonstance face à l'Europe de Bruxelles et ses nouveaux règlements pour la défense de la barbe à papa, bien de chez nous. La Foire du Trône, c'est une grande tradition populaire française. Et ça, l'Europe de Bruxelles, les commissaires de Bruxelles, j'espère qu'ils ne vont pas nous la piquer, cette tradition-là. Et tandis que Philippe de Villiers tenait à vérifier de lui-même les normes françaises de sécurité sur les manèges aériens, allez Philippe, au boulot. Charles Pasqua faisait un peu de politique. Un petit coup de griffe à droite sur le thème « Nos électeurs du 13 juin ne devront pas être comptabilisés ni parmi les soutiens au président de la République, ni d'ailleurs avec le reste de l'opposition. À ma connaissance, M. Chirac n'est pas candidat aux élections européennes. Si j'en juge par le courrier que je reçois, il y a un certain nombre de gens qui sont déçus de la majorité présidentielle, de la majorité parlementaire actuelle, ils ne sont pas pour autant convaincus que du côté de l'opposition on fasse mieux. En quelque sorte donc, Charles Pasqua et Philippe de Villiers disent aujourd'hui ne rien regretter. Les difficultés actuelles du RPR semblent au contraire les renforcer dans leur volonté d'interpréter leur propre partition. Toujours des perturbations à la SNCF. La grève des agents de conduite se poursuit. La situation semble plus difficile en région parisienne. Des fluctuations dans le trafic ferroviaire selon les régions. Une grève qui devrait continuer demain, jour de retour. Arnaud Ardouin, Valérie Criton. Elles voulaient passer le week-end en Suisse. La grève les a bloqués à Paris. Comme elles, des centaines d'usagers ont passé l'après-midi sur le quai. En fin d'après-midi, les manifestants du syndicat Force ouvrière venus de province pour célébrer la fête du travail rentraient chez eux comme si de rien n'était. Je regarde patiemment le tableau d'affichage, puis comme apparemment c'est tous les trains spéciaux qui partent avant les trains normaux, donc on va continuer à attendre. Ben, on ne doit pas être du bon syndicat. C'est la grève des conducteurs qui est à l'origine des perturbations du trafic. Ils s'opposent au projet d'accord sur les 35 heures à la SNCF. Beaucoup d'usagers, eux, se sentent pris au piège. Ce qui paralyse le pays, parce que c'est complètement stupide et parce que tout le monde travaille. Je veux dire, c'est pas, on va pas passer de 35 à 23 heures, ils ont qu'à être en vacances toute l'année aussi. Enfin, je vois pas l'intérêt. D'autres prennent leur mal en patience. Malgré les longues heures d'attente, certains se sentent tout de même solidaires.
Et moi je trouve que c'est normal, après tout il faut se défendre et ils ont raison de faire ce qu'ils font. Bon évidemment c'est un inconvénient pour les gens qui attendent sur le quai de la gare, mais bon chacun son truc et pourquoi pas. Les plus chanceux finalement sont ceux qui rentraient à Paris. Si la grève était bien suivie aujourd'hui dans la capitale, elle l'était beaucoup moins en province. La direction de la SNCF craint que le conflit se prolonge au-delà du week-end. Et puis à l'aéroport de Nice, les forces de police sont intervenues cet après-midi pour permettre la livraison des bagages bloqués par un groupe de grévistes. C'est la première fois depuis le début du mouvement. Les grévistes qui ont reconduit ce matin leur mouvement pour 24 heures. Le trafic ne devrait pas être perturbé, dit la compagnie qui a prévu de maintenir la totalité de ses vols. Le test du 1er mai pour les deux frères ennemis, Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret, qui chacun défilaient à Paris. Premier test donc de mobilisation pour d'un côté les partisans du Front National et de l'autre ceux du mouvement créé depuis la scission du FN. 3000 militants de part et d'autre avec en commun le thème de l'impérialisme américain. Arnaud Boutet, Michael Darmon, Guillaume Faudra. Jeanne d'Arc, l'égérie de Jean-Marie Le Pen, porte le casque, paraît pour le combat. Tout comme les deux fronts qui cette année défilent séparément. Le Pen d'un côté, Maigret de l'autre. Je crois qu'il fait son petit truc quelque part. Quelque part, c'est au pied de la statue de Jeanne d'Arc. 3 heures après le passage de Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret dépose sa gerbe et relance la guerre des feux. C'est notre premier défilé, c'est leur dernier. Nous avons de notre côté la dynamique, les forces vives, la jeunesse et l'avenir. Jean-Marie Le Pen, lui, garde le parcours traditionnel. Entre Rivoli et l'Opéra, c'est le défilé des fidèles au chef historique. Seul Charles de Gaulle, nouvellement arrivé aux côtés de Le Pen, semble découvrir la situation. Ça me fait reculer un peu. Je croyais qu'avec un seul défilé, qu'il n'y avait pas de... Mais à part lui, tout le monde sait ici que le FN a explosé. Des très mauvais souvenirs pour certains militants. Beaucoup de chagrin. Pourquoi? Parce que j'aimais Bruno Maigret, mais il a eu tort. Comment vous avez vécu la scission entre Le Pen et Maigret? Hé, connard, dégagez. Dégagez. Allez, pourriture. De toute façon, vous ne passerez rien. Au Palais Royal, le cortège passe devant un podium, celui de Bruno Maigret. Farid Smaï, conseiller régional d'Île-de-France, se déchaîne. À quelques mètres, les deux services d'ordre opposés ignorent cette querelle. Bref, moment de retrouvailles entre les deux fronts. Ce sont des amis depuis toujours. Le problème des personnalités politiques ne nous concerne pas. Et du côté des politiques, en revanche, pas de trêve. Dans les plus grosses fédérations lepénistes, les rangs sont souvent clairsemés. Et place de l'Opéra, Jean-Marie Le Pen s'attaque à la concurrence de Bruno Maigret. Certains de Lilliput se prennent pour Gulliver et invitent au 1er mai comme s'il s'agissait d'un sport ou d'un jeu politicien. Mais dans cette optique, Gulliver, lui, joue sur un terrain de football et Lilliput sur une table de ping-pong. Bravo! Au même moment, les maigretistes s'apprêtent à défiler. Là-bas, ce qui se passe là-bas ne nous concerne pas. Les ballets de l'opéra ne nous concernent pas. Nous, on va défiler par là. Voilà. Les slogans ne varient guère. Mais dans la foule, les jeunes battent le pavé. Bruno Maigret veut incarner l'avenir du Front National. Mais pour tenter de s'imposer, il reprend les mêmes thèmes et les mêmes remèdes que son adversaire. Nous estimons que les immigrés sont là à titre provisoire. Et comme ils sont là à titre provisoire, ils sont donc appelés à rentrer chez eux et il n'est pas nécessaire de leur construire des mosquées en dur. Le Pen d'un côté, Maigret de l'autre, ainsi vont les deux Fronts nationaux. Désormais, deux petites formations se disputent l'héritage de l'extrême droite. Malgré l'interdiction de la chasse à la tourterelle une nouvelle fois dans le Médoc, les chasseurs bien décidés à défendre ce qu'ils appellent une tradition se sont opposés aux écologistes et une nouvelle fois s'est engagé un dialogue de sourds. David Bazier et Philippe Ritten. Non, t'as dit non! Moi, je marche devant. Non, non. Vous vous calmez un peu, j'ai le droit de marcher. Cela devient une tradition du 1er mai. Alain Bougrain-Dubourg n'est pas le bienvenu chez les chasseurs de tourterelles. Chaque année, la Ligue de protection des oiseaux constate le braconnage. Encore une fois, les pylônes sont garnis de chasseurs malgré la sévérité annoncée par la préfecture.
On a vu des tourterelles passer, des tourterelles tuées, les pylônes sont occupés, aucun garde de l'Office national de la chasse, pas un gendarme. Je trouve ça sidérant. Alors il y a deux poids, deux mesures. Je vous laisse tenir ce discours. Oui. Ceci dit, ce matin, il y a des forces de l'ordre en quantité importante sur le terrain, à la demande de monsieur le préfet et du procureur de la République, avec des consignes strictes. Mais vous savez très bien ce qu'il en est. On les a pas vus. Des coups de fusil, les gendarmes en ont entendu par dizaines. Difficile de repérer le contrevenant. Au passage de cette patrouille, encore des coups de feu, mais les gendarmes ne s'arrêtent pas. Hors caméra, certains confient qu'il est très délicat de dresser un procès-verbal à un maire ou à un notable du Médoc. Mart Van Putten est député européen, rapporteur de la directive Oiseaux qui interdit la chasse à la tourterelle. Elle est venue se rendre compte, elle en ressort choquée. En général, on doit dire que la loi dans les 14 pays, c'est le 31 janvier, sauf la France. C'est un problème de France. On doit trouver une solution ici en France vous-même. Même avec leur hélicoptère, les gendarmes n'ont constaté aujourd'hui aucune action de chasse. Une seule plainte a été déposée par les chasseurs contre Alain Bougrain-Dubourg pour violation de propriété. Affluence record à la foire de Paris pour ce 1er mai, placé sous le signe du soleil. En vedette, le hall du jardinage, un loisir et même une passion qui intéresse près de 7 Français sur 10. Cette année, le mariage de l'eau et des plantes pour un nouveau souffle venu de Grande-Bretagne, les jardins aquatiques. Jean Pézieux, Jean-Louis Boussert. Cette cavité creusée dans son jardin, André la façonne à la truelle avec soin. C'est l'une des dernières étapes avant sa transformation en jardin d'agrément. Ça y est, j'ai fini, hein. Tu peux venir m'aider, Philippe. Un voisin aide André à mettre d'abord en place un feutre anti-racine. Ensuite, ils déploieront une bâche plastique qui retiendra l'eau du bassin, le 3e bassin aménagé par André. Il ne reste plus qu'à l'alimenter en eau, 4 mètres cubes pour un seul bassin. Par rapport au plan. André avait essayé tout seul de transformer son terrain, lui qui est très inventif. Or, il a fait appel à un paysagiste. Il l'avoue, il a eu besoin de son apport créatif. L'eau, pour moi, c'est le moment, c'est la chaîne stéréo du jardin. Le jour comme la nuit, le printemps, l'automne. On arrive à avoir quelque chose de féerique. Et pas besoin d'aller des fois très loin pour rêver à la porte de chez soi. Ce jardin d'eau a coûté 150 000 francs, paysagiste plus entreprise qui a modelé le terrain. Une dépense qui n'inclut pas le travail d'André. Tous ses loisirs pendant des mois. Mais André ne regrette rien. Ce que j'attendais le plus, c'est le moment ultime des cascades qui s'écoulent. Et ce léger bruit d'eau qu'il ne faut pas, il ne faut pas un bruit trop excessif, mais un bruit un tout petit peu filé. C'est l'apothéose. Pour moi, c'est l'apothéose. La chance pour ces propriétaires de cette autre maison, c'est qu'ils avaient un puits sur leur terrain. C'est donc naturellement qu'ils ont aménagé un jardin aquatique. Une pompe envoie l'eau vers les bassins où 2 autres pompes la recyclent. L'un des bassins est une pataugeoire pour les enfants. L'autre, un bassin d'agrément avec poissons et nénuphars. Ce jardin est plein de tourterelles l'été. L'hiver, on y trouve également de temps en temps, quand on pousse les volets, des hérons cendrés. Les enfants apprécient énormément ce jardin. C'est pour eux que j'ai fait ça un petit peu pour les fidéliser à la maison. Ça a été ma motivation première, leur créer un cadre de vie un peu exceptionnel et ils sont très heureux. Les enfants des voisins se joignent à tout moment à ceux de la maison, attirés par le jardin et l'eau. Un mariage qui fait de plus en plus d'adeptes en France. De l'aviron avec sur la scène la victoire à l'arraché des Français qui pour la 2e fois s'imposent face à l'équipe de Grande-Bretagne. Julien Hérichon et Grégoire Ossina ont suivi ce défi à 8. C'est bien connu, le 1er mai c'est le jour du muguet. Mais désormais Paris instaure une nouvelle tradition, un défi nautique franco-britannique sur la plus belle des scènes. Un pari qui pour les spectateurs semble réussi. On peut voir Paris autrement, une ville vivante où il est peut-être agréable de vivre. C'est tout ça qu'il faut défendre par la présence du sport. La course parisienne a de beaux jours devant elle, mais l'histoire de l'aviron est déjà bien ancienne. Témoin l'hégémonie américaine aux Jeux Olympiques de 1932. Si les Anglais cultivent la tradition depuis plus de 150 ans dans la plus prestigieuse course au monde, s'ils ont la Tamise et leur mythique course Oxford-Cambridge, dorénavant, naviguer sur la Seine lors du défi en 8 est le dernier plaisir de glisse à ne pas rater. Tous les monuments parisiens et un public enthousiaste sur les ponts, c'est largement suffisant au bonheur des premiers concernés.
Personnellement, je trouve que la plus belle ville du monde, c'est Paris. Donc évoluer sur ce site-là, c'est absolument magnifique. Je pense que ça peut être le rêve de beaucoup de rameurs. Et à mon avis, c'est une compétition qui va être amenée à se développer au fur et à mesure des années. Et pourquoi pas devenir aussi prestigieux qu'Oxford Cambridge. Tous les éléments donc pour faire de ce défi en 8 une épreuve exceptionnelle. D'autant que pour la seconde édition, l'aviron français demeure invaincu. Au terme de 5 km de course, ils ont devancé les Britanniques de quelques centièmes. L'aviron français se porte bien et certains ont fêté ça avec un dernier bain. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. À Belgrade, Slobodan Milosevic promet la libération demain des 3 GIs américains. Ils seront remis au pasteur Jesse Jackson, qui avait entrepris, sans le soutien de Washington, de se rendre en Serbie. Slobodan Milosevic qui va adresser une lettre à Bill Clinton, c'est du moins ce qu'annonce le pasteur américain. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, 20h50, un nouveau jeu, le grand défi animé par Patrice Laffont. 1h10, le dernier journal, Florence Duprat. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac recevra Jean-Denis Bredin de l'Académie française. Midi, Argent public présenté par Sylvain Attal. Je vous retrouve demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.